France, 1493. À cette époque, la France est enfin stabilisée, consolidée et renforcée. Le puissant duché de Bourgogne n'est désormais plus qu'une province du royaume et la paix règne en Bretagne. Une longue période de paix s'ouvre alors pour la France. Une occasion en or pour le pays de se lancer dans de multiples expéditions, traversant les océans à la découverte de nouvelles terres, à l'image du Nouveau Monde ayant été découvert un an plus tôt. Sauf que, vu que le pays va mieux, est renforcé et a gagné en puissance, le roi de France Charles VIII, le fils de Louis XI, décide de ressortir les vieilles histoires d'héritage familial. En effet, Charles VIII estime que le royaume de Naples lui revient de droit. Le royaume de Naples, c'est une partie de l'Italie. En effet, à cette époque-là, l'Italie n'est pas un pays unifié comme aujourd'hui, mais un patchwork de royaumes, de duchés et de républiques. Avec le duché de Savoie, de Saluzzo, de Montferrat, la république de Gênes, qui possédait alors la Corse et qui la vendra pile à temps pour que Napoléon naisse français, le duché de Milan, Mantoue, le duché de Modène, de Ferrare, la bien connue République de Venise, également bien connue République de Florence, République de Sienne, le royaume de Sicile, et la part du gâteau convoitée par le roi de France, le royaume de Naples. C'est pas le plus petit morceau, vous en conviendrez. Même si le voisin d'en face s'en sort pas trop mal question superficie, et encore, c'est pas n'importe quel voisin, il s'agit du pape. Parce que oui, à cette époque-là, le pape avait son propre pays, et pas juste un quartier de Rome comme aujourd'hui. Son pays s'appelait alors les États pontificaux. Bref, plus rien à voir question superficie avec le Vatican qui, s'il faisait la taille d'une planète, ressemblerait à peu près à ça. On peut dire adieu à la gravité. Enfin bon, vous aurez compris que l'Italie désunie de la Renaissance, c'est un véritable nid de crabe, ou alors un panier de vipères, ou l'inverse, enfin bon bref. En résumé, l'Italie de l'époque... C'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule où chacun veut s'étendre au détriment de l'autre. Le tout trouvant tant bien que mal un équilibre précaire constitué d'alliances versatiles. Un équilibre remis en cause par les prétentions du roi de France, surtout que le royaume de Naples veut garder son autonomie. Du coup, Charles VIII, il part en Italie foutre le bordel. Je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est pas tout ça, mais si on passait à table. Parce que demain c'est la guerre et j'aimerais bien la commencer le ventre plein. C'est ce qu'on a appelé la guerre d'Italie. Ça va chier pour Mario. Bon, le roi de France Charles VIII part donc en guerre, tout conti content avec son cousin. Mais aussi avec une armée au top de la technologie pour ce qui est de l'artillerie. Et parmi ses généraux de corps d'armée, un certain La Trémouille. Ce que les Italiens appelèrent la Furia Francese se mit alors à descendre le long de la botte italienne, se lançant au passage dans les pillages, massacrant la population italienne. Non, pas les bisous, non, remonte-moi, aïe, là. Et s'adonnant au viol. Viens, toi qui n'as rien à faire. L'armée française faisant tomber les Médicis de Florence, bousculant le pape Borgia. Les Italiens, imprégnés de Renaissance, sont choqués par le comportement des Français, qui sont pour eux de véritables barbares du Nord. Et bon, c'est vrai, faut admettre, on n'était pas super sophistiqués à ce moment-là. On a même bousillé la plus grande œuvre de Léonard de Vinci, une statue géante de cheval sur laquelle il bossait depuis des années en s'en servant comme cible de tir. Bref, les œuvres d'art, qu'elles soient antiques ou non, on n'en avait pas vraiment le respect quoi. Surtout qu'en plus en route, on a découvert la syphilis. La prise du royaume de Naples est un triomphe pour le roi de France, une réussite renforçant encore le royaume, et de ce fait suscitant d'autant plus la crainte de ses voisins, qui finissent par s'organiser, la République de Venise en tête, pour calmer le jeu en montant une coalition. Du coup, sur le chemin du retour, la Trémouille est tombée sur un os. Les Vénitiens, où ça? Là, de Dieu. Combien sont-ils? Tu pourrais pas être plus précis? À mon avis, des Vénitiens, plus des archers, sûrement. Sûrement. Bref, le roi de France se fait littéralement casser la gueule à son tour en la personne de son armée et perd l'ensemble de ses acquis.
On va laisser les choses se calmer 2 ans, puis Charles VIII, à force de négociations, parvint à retourner Venise et à la rallier à sa cause. C'est ainsi qu'il se prépare une nouvelle fois à repartir conquérir pour la 2e fois le royaume de Naples. Sauf que, avant de partir, il s'éclate littéralement la tronche contre un linteau de porte. Et rangez-moi ce bordel avant que quelqu'un se fasse mal. Et là, il meurt. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Le type qu'il remplace, le nouveau roi de France, c'est Louis XII, le cousin du précédent, souvenez-vous. Louis XII donc, qui après avoir combattu en Italie et vu les horreurs de la guerre, décida de lâcher l'affaire. Non, je déconne, il veut absolument y retourner pour tout cramer et récupérer le royaume de Naples. Je continuerai l'œuvre de mon cousin Charles. Il faut reprendre l'étendard de Saint-Louis et repartir délivrer le royaume de Naples. Et voilà, c'est reparti comme en 94. Il garde parmi ses chefs de guerre la Trémouille et forme une nouvelle armée. Mais avant, il va quand même se préparer politiquement, en commençant par se mettre dans la poche les Borgia, à histoire d'avoir l'appui du pape. Hein. Et pour cela, il va notamment filer au fils du pape, parce que oui, les papes avaient des enfants, enfin bon bref, ça sera pour une autre vidéo. Donc bref, il file au fils du pape la région qui entourait Valence, qu'on appelait alors le Valentinois. Idem pour Venise, à qui il promet du terrain en échange que celle-ci s'engage également de son côté. Toutes ces manœuvres ayant pour but d'isoler le duché de Milan pour avoir une bonne base de lancement depuis le haut de la botte. L'armée avec la Trémouille à sa tête est donc envoyée à l'assaut du duché de Milan, ou Milanais comme on l'appelait en ce temps-là. C'est quoi cette piquette? Eh ben, c'est du vin du Milanais, messire. Ah bah ça promet. C'est ainsi que débuta la guerre d'Italie, le retour du roi. Bon, au prix d'un grand nombre de vies de part et d'autre, la France parvint à s'emparer du duché de Milan. Une fois la première partie de ce plan accomplie, avec le duché de Milan sous contrôle, Louis XII passe à la suite du plan direction le royaume de Naples. C'est ainsi que commence la guerre d'Italie. 3. Gogo gadget au pape dans la poche. Bon, Louis XII, suite à de nouvelles manipulations politiques, continue à s'accaparer de nouveaux alliés. Il faut dire qu'il a le plus puissant dans la poche, le pape Borgia, une aide acquise grâce à la remise au fiston papal de plusieurs territoires italiens. Louis XII, avec l'aide de son armée et de ses alliés, parvint enfin à son but avec la conquête du royaume de Naples. Tout se passe tranquille jusqu'à ce que le pape Borgia meure. Son remplaçant est ni plus ni moins que le plus farouche adversaire des Borgia, et forcément ses intérêts ne vont pas dans le sens de la France. C'est là que tout commence à se casser littéralement la gueule pour la France. Avec le nouveau pape contre nous, de nouvelles alliances se nouent. En résultera plusieurs sanglantes batailles, et au final, on perd de nouveau le royaume de Naples et de Milan. Une fois de plus, qu'ils fussent français ou italiens, beaucoup de morts pour rien. Oh merde. Ah bah oui. Au final, on aura quand même réussi à le posséder au total 4 ans. Hein. Enfin bon, ainsi se termine la 3e guerre d'Italie. Les années passant, on se remet très vite à négocier et à comploter les uns contre les autres. Ainsi, le pape qui remplaça Borgia en a gros sur la patate vis-à-vis de Venise qui a les dents trop longues. Le pape cherche donc des copains afin de monter une alliance composée des grandes puissances européennes pour aller en coller une aux Vénitiens et s'offrir des terres au passage. Malgré les événements précédents, la France y voit un intérêt pour ce qui est de récupérer quelques parts du gâteau, autrement dit quelques territoires vénitiens. C'est pourquoi elle se joint à la coalition contre Venise, c'est-à-dire du côté du pape. Dans cet accord se trouvaient aussi les Allemands et les Espagnols, tout aussi motivés à l'idée de récupérer la part du gâteau. C'est ainsi que débuta la guerre d'Italie. 4. La colère du pape. Les Français attaquent donc Venise et les choses se passent très bien. On s'empare des territoires vénitiens prédéfinis en accord avec le pape. Le seul problème, c'est qu'on s'est pas arrêté à ce qu'on avait convenu. On s'est mis à vouloir bouffer plus que la part du gâteau prédéfinie. Je vous laisse imaginer la réaction du pape alors qu'il était en plein déplacement quand il a appris que les Français poursuivaient leur conquête. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est les Français, ils poursuivent leur avancée. Oh les enculés. Oh les enculés. Les enculés. Du
coup, changement de programme. Le pape s'excuse auprès des Vénitiens et révoque leur excommunication, condamnant Venise et son peuple aux flammes de l'enfer éternel. Je suis peut-être un peu emballé. Le pape fait donc alliance avec Venise, finalement contre la France. C'est là, au tour de Louis XII, de s'énerver et de faire débarquer une assemblée d'évêques de l'Église qui a pour seul et unique but de destituer le pape. Et c'est là que le pape va commencer alors vraiment à s'énerver. Maintenant ça va chier. Le pape crée alors une nouvelle alliance contre la France, constituée de l'Espagne, de Venise, de l'Angleterre, des Allemands et des cantons suisses. Alors je sais, vous allez me dire que la Suisse est un pays pacifique, ce à quoi je vous répondrai... C'est ce que nous voulions vous faire croire. Oui, parce qu'il faudra attendre 1516 pour qu'on passe un traité de paix perpétuelle avec eux. Bref, tous ces pays n'ayant qu'un seul et unique but commun, nous mettre une raclée monumentale. C'est ce qu'on a appelé la Sainte Ligue. La France ne peut faire face, et malgré de puissantes contre-offensives menées par la Trimouille, eh ben le fait est qu'il s'en prend plein la mouille. Ça va? Ça va comme un lundi. La France va donc de défaite en défaite et perd une nouvelle fois l'ensemble de ses territoires italiens. Le pape, au travers de sa Sainte Ligue, nous a littéralement collé une énorme baffe au travers de la tronche là. Hein. C'était juste pour te rappeler qui c'est le chef. Ça va? La situation devient catastrophique pour la France, car avec la perte de l'Italie s'ajoute une offensive britannique à Calais, pendant que en même temps les Allemands et les Suisses s'attaquent à la Bourgogne. C'est pas la joie quoi. La Trémouille est alors envoyée en catastrophe en France après ses défaites italiennes. En avant! Mon joie! Il est plus précisément envoyé à la ville frontière stratégique du centre-est du royaume de France, Dijon. La Trémouille va-t-il réussir à stopper l'invasion suisseau-teutonne sur le point d'enfoncer les frontières du royaume? Dijon résistera-t-elle au canon d'une armée coalisée 10 fois supérieure en nombre avec plus de 40 000 hommes? Vous le saurez dans le prochain épisode de Survol d'Histoire. Un salut spécial à Gérard Jugnot et à son film Sans peur et sans reproche, seule comédie traitant avec une surprenante précision l'époque des guerres d'Italie, le tout sans éclipser l'horreur de la guerre. Donc si vous voulez voir une comédie franchouillarde, assez trash par moment, faut quand même le dire, sur les guerres d'Italie, en fait vous avez que ce choix là quoi. En avant! Mon joie!